Je m'appelle Olivier Delapontaye, je suis en charge de l'intelligence économique chez AU Group et je suis accompagné aujourd'hui par Pascal Gounon, donc, qui est associé en charge du restructuring chez EY. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et je suis accompagné de Louis Bollard, CEO d'AU Group. Euh, Bonjour à voilà, on est tous. déjà le 5 février. L'enjeu aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'études qui sont sorties sur les défaillances 2025. C'est d'essayer de croiser un peu nos regards à U Group EY, voir un peu ce qu'on a compris de l'exercice. Vous avez tous entendu qu'on avait atteint un nombre historiquement élevé de défaillances. Nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter un peu d'optimisme, hein. On est tous un peu fatigués de cette fin du monde qu'on nous annonce en permanence. On pense qu'il y a vraiment matière à ce qu'un rebond soit possible pour les entreprises françaises. Et on va essayer de décrypter ça ensemble aujourd'hui. Euh, un mot sur la méthodologie de l'étude. Cette étude, elle est basée sur des données qui nous sont fournies par Ion Trade. Et on regarde en détail toutes les procédures collectives de l'exercice. Quand on dit procédures collectives, c'est les nouvelles, c'est-à-dire que un redressement judiciaire de 2024 qui est devenu liquidation en 2025 ne rentre pas dans l'étude. En revanche, une entreprise qui rentre en 2025 en redressement puis qui devient une liquidation, à ce moment-là, elle rentre dans l'étude et on ne retiendra pour les besoins de l'exercice que la dernière procédure connue. Voilà. Vous avez la possibilité de poser des questions. On a 30 minutes de présentation, on va pas faire plus long et ensuite on essaiera d'y répondre. Et on va tout de suite rentrer dans le détail, si vous voulez bien, avec, pour poser le cadre de l'étude, un graphique qui vous montre le niveau historique de l'évolution des défaillances sur 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On voit qu'en 2025, on a dépassé 68 500. On est clairement sur un haut de cycle. Ce qu'on pense, c'est que ça va rester encore élevé. D'ailleurs, les prévisions d'Allianz Trade nous montrent une légère décrue en 2026 de 3%, mais on va rester sur un niveau assez significatif. On note que les entreprises qui ont le plus souffert, c'est un peu les extrémités, c'est-à-dire les toutes petites et les plus importantes, avec une augmentation du ticket moyen des entreprises en difficulté. On y reviendra. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose, que le paysage que le paysage économique est en train de se redessiner. Et on va tout de suite plonger dans l'analyse avec Louis. Louis, toi, tu es CEO d'AU Group, tu rencontres beaucoup de corporates. Si on décrypte un peu les grosses défaillances de 2025 et les principaux secteurs, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui s'est passé l'année dernière? Ce qu'on doit comprendre d'abord, sectoriellement, il n'y a pas de surprise malheureusement quant au fait que la construction et le bâtiment souffrent, mais ce sont des secteurs qui, quand on est dans des cycles économiques difficiles, souffrent toujours. Donc évidemment, ils souffrent, évidemment, c'est pas à mettre de côté, mais c'est un secteur où ce sont des secteurs, un grand secteur qui souffre toujours. Ensuite, on a des secteurs qui souffrent là de manière un peu plus conjoncturelle, un peu plus surprenante. Euh, le retail, on connaît bien ces marques-là. Le retail, souvent, c'est du B2C, donc c'est des marques qui sont emblématiques, qu'on connaît. On a évidemment tout le textile qui n'en finit pas, malheureusement, de faire défaut. Et vous avez des marques emblématiques comme IKKS, comme Jot, qui ont souffert. Le groupe Royer aussi, hein, c'est des licences sur des chaussures, notamment, ils avaient New Balance, Converse, ils ont perdu des licences. Vous avez les services aux entreprises, et on voit là, dans les services aux entreprises, des grands noms aussi qui ont fait défaut. Et puis, vous avez, et on le pointe du doigt tous les jours, l'industrie. La désindustrialisation française est un phénomène de fond qu'on n'arrive pas à endiguer, qu'on aura du mal à endiguer parce que, en vérité, les planètes seront jamais alignées pour ça. Euh, Si je me penche sur la droite du slide, et je pense que là, on va sortir quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez déjà entendu, et méthodologiquement, je vais regarder et passer en vue très rapidement les composantes du bilan et les composantes du compte de résultat des entreprises pour voir à quel vent elles sont soumises, à quelles influences difficiles elles sont soumises. Et vous allez voir que malheureusement, toutes les composantes aujourd'hui en prennent un coup. Si je commence par le bilan, euh, structurellement en France, vous savez malheureusement que les fonds propres sont insuffisants pour soutenir les entreprises, particulièrement plusieurs années en période de crise. Très rapidement, hein, en France, on a une structure bilancielle traditionnelle des entreprises qui sont 30% de fonds propres, 70% de dettes.
Aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus 50-55% de fonds propres, 45% de dette. Donc évidemment, quand ça tangue, eh bien les fonds propres sont plus résilients aux États-Unis. Ensuite, la dette, le prix de l'argent est plus élevé. Donc, elle n'est pas forcément moins accessible. On a vu que les crédits d'investissement dans les rapports de la Banque de France sont plutôt octroyés, dans 95% des cas. Alors, c'est des statistiques qui valent ce qu'elles valent, mais les crédits d'investissement sont là, mais ils sont plus chers et ils sont plus conditionnés. Ils vous demandent plus de garanties, etc. Et ensuite, les crédits de trésorerie, en revanche, sont un petit peu plus durs à obtenir qu'ils ne l'étaient, et dans tous les cas, ils sont plus chers et plus conditionnés aussi. Donc, on a un sujet d'endettement, et le couplet, évidemment, sur la fin des aides et la fin de période de remboursement des PGE arrive. On est en 2026, on sait bien que le Covid, c'était 2020-2021, et donc ces PGE, ils arrivent aujourd'hui au bout de leur remboursement. Euh, donc, si je regarde le bilan, j'ai regardé le haut du bilan. Ensuite, on va regarder le BFR très rapidement. Eh bien, sur quoi on tire quand on va mal? On commence à tirer sur le crédit fournisseur. On paye plus tard ses fournisseurs, mais ça veut aussi dire que les clients payent avec plus tard et avec plus de retard. On a en gros 14 jours de délai de paiement supplémentaire par rapport à une période quand tout va bien. C'est autant d'efforts de trésorerie qu'il faut faire. Donc, les trésoreries sont sous tension, très fortement. Je passe maintenant au compte de résultats. Si on regarde le compte de résultats, la consommation française est en berne. Les ménages français n'ont jamais autant épargné, vous l'entendez tous les jours, et quand la consommation est en berne, eh ben, les chiffres d'affaires des entreprises sont en berne. On regarde Brandt, bah, l'immobilier, la construction, le bâtiment vont pas bien, les gens déménagent pas, bah, ils ont besoin de moins de blanc, comme on appelle ça, et ils changent pas de cuisine, ils changent pas de lave-linge, et bien ça vient directement, cette consommation, elle vient affecter. Donc il y a des effets de cycle que vous ressentez. Donc les chiffres d'affaires sont sous tension, les coûts matières, les coûts des intrants, les coûts de l'énergie sont en hausse, et particulièrement en hausse par rapport à la concurrence internationale qui est moins dépendante notamment d'importation d'énergie. Donc là, pression sur la trésorerie. Donc vous avez cette espèce de binôme là. Les marges sont sous tension, la trésorerie est sous tension, et évidemment, ça veut dire que ni le bilan ni le PNL fonctionnent correctement, et les entreprises, malheureusement, font défaut. Voilà ce que je peux dire, Olivier, sur ce slide. Ouais, juste Louis, ça m'intéresse que tu dises un mot sur les secteurs. Alors, on doit retrouver peut-être cette année les grands secteurs d'activité dans les défaillances qui représentent un peu l'économie française. Moi, il y en a un qui m'intéresse, j'aimerais que tu dises un mot sur le transport, parce que je crois que c'est la première défaillance de l'exercice, c'est le groupe Star Service. Oui, Est-ce que tout le transport souffre? Est-ce que tu peux nous faire un point sur les ouais. secteurs? Et sur le Alors, transport, est-ce que tout le transport souffre? Oui, globalement, tout le transport souffre. Star Service, c'est la logistique du dernier kilomètre. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif parce que, et c'est un bon exemple, Pascal en parlera, mais euh, c'est contre-intuitif parce que la logistique du dernier kilomètre, c'est celle qui est utilisée pour les livraisons. Or, le e-commerce a pris le relais du retail. Donc, on se dit, pas possible. Si le retail physique fonctionne pas et que le e-commerce fonctionne pas parce que nourrit pas la logistique du dernier kilomètre, on a un sujet. Mais là, c'est typiquement des sujets d'anticipation de risque qui n'ont pas été mis en œuvre, et c'est des sociétés qui auraient pu résister. Ensuite, le transport, hein, bon an, mal an, c'est entre 5 et 10% des entreprises de transport qui font défaut. Mais quand on est dans des périodes de crise difficiles, il y a les grosses entreprises de transport qui font défaut. Il y en a toujours eu, et ça continue. Malheureusement, cette crise ne fera pas exception. Ok, merci. Avant de passer sur la suite, Pascal, tu as un mot peut-être à nous dire sur ce que vous avez vu, vous, en 2025, ou un complément que tu veux ajouter? Non, ce que Louis a dit était extrêmement complet. Nous, on constate quand même chez EY que beaucoup de secteurs sont touchés. Louis l'a dit, de l'économie traditionnelle, mais aussi de la nouvelle économie. On en reparlera un peu tout à l'heure. On a quand même beaucoup de sujets de start-up qui ont investi dans différents types d'ailleurs d'activités. Ça peut être le food tech, le martech, de nouvelles technologies avec un accès aux investissements et surtout au financement de ces investissements qui est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'il y ne l'était encore il y a quelque temps. Donc on voit beaucoup de secteurs touchés et aussi malheureusement des sociétés de taille de plus en plus significative, ce qui veut dire qu'il y a évidemment beaucoup d'emplois en jeu, qu'on en rediscutera tout à l'heure. Ok, effectivement, ça semble important de ne pas oublier l'impact social, évidemment. Euh,
il y a une dimension qu'on a souhaité donner à cette étude, et que les autres études analysent peut-être un peu moins, c'est de recentrer les défaillances dans un contexte de création et de destruction d'entreprises, enfin, on va dire de création et de radiation. Euh, Louis, on a l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose cette année à cet égard. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de superlatifs. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait de ce qui s'est passé dans le tissu d'entreprises françaises en 2025? On n'a clairement jamais créé autant d'entreprises en France. Donc il y a des choses positives à voir dans ce chiffre de quasiment 1,2 million de nouvelles entreprises créées. Ah bah Ensuite, merci quand même. on distingue évidemment là-dedans les petites entreprises, les auto-entrepreneurs. Ce statut est extrêmement utilisé. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les Français sont des entrepreneurs dans l'âme, qui ne sont pas découragés et que ce statut est souple. Ça dit aussi malheureusement qu'il y a une espèce de précarisation de l'emploi, hein. On pointait du doigt les États-Unis et ces working poors qui cumulent un, deux, trois boulots pour réussir à joindre les deux bouts. Eh bien, en France, sans aller jusque-là dans l'analyse, on voit qu'il y a cette ubérisation de l'emploi. Il y a des tas de gens qui ouvrent une entreprise sous forme d'auto-entrepreneur, avec ce statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer ça et là des missions, des prestations, faire un peu de commerce. C'est une bonne nouvelle, mais ça dissimule quand même une grande précarité de l'emploi. Et elle se lit dans ce chiffre aussi de radiation, c'est-à-dire que les créations d'entreprises n'ont jamais été aussi hautes, les radiations non plus plus 50% par rapport à 2024, 450 000 entreprises radiées en 2025. C'est un mélange de gens qui cessent leur activité sans planter personne et sans passif. Un mélange évidemment des procédures collectives qui arrivent à la liquidation et les entreprises sont radiées de fait des registres. Mais c'est un chiffre qui est quand même inquiétant. Donc, in fine, on a une création nette d'entreprises qui est là, je ne vais pas la nier, évidemment, mais humainement, il y a deux constats à faire. D'une part, des entreprises qui disparaissent, c'est des entreprises dans un certain nombre de cas, et notamment les 2500 entreprises de plus d'un million de chiffre d'affaires qui sont sous vos yeux, où on détruit beaucoup d'emplois. Et donc, il y a des sujets humains durs. Et d'ailleurs, la courbe, malheureusement, du chômage a tendance à se réinfléchir un tout petit peu à la hausse, et les prévisions sont là pour 2026. Et, et deuxièmement, quand c'est des entreprises qui se créent, c'est souvent avec un collaborateur. Quand elles sont radiées, il y a plus de collaborateurs que ça. Donc vous voyez qu'il y a un bilan net en termes d'emploi qui n'est pas forcément aussi positif que ça. Ensuite, je crois que tu voulais qu'on parle de liquidation, Olivier, et de la part de liquidation, c'est le slide d'après. Tu es en mute, Olivier. Pardon, juste j'ai une question d'un des participants qui voulait peut-être faire un focus sur le retail et plus particulièrement sur le food and beverage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire sur ce sujet-là par rapport à ce qu'on a pu voir chez nos clients ou chez nos prospects? Alors, est-ce que c'est une question sur le retail au sens Non, hôtellerie-restauration? plutôt sur le secteur du food and beverage. Oui, alors celui-là, il est extrêmement explosé. Il a explosé avec le Covid et post-Covid, positivement. Et donc, évidemment, on a tout dimensionné par rapport à ces pics d'activité, à ces années fastes. Il y avait eu une crise connue, très pointée du doigt, qui était les exportations de cognac très chères en Chine, parce qu'il y avait eu les lois anticorruption. Je ne dis pas que c'était un épiphénomène pour les grands exportateurs de cognac français, mais néanmoins, on en faisait toute une histoire. Là, il y a un problème plus structurel de consommation sur le food and beverage. Et donc, ces entreprises qui avaient eu tendance à se dimensionner comme toujours, et c'est un peu un penchant naturel, sur une activité extrêmement florissante post-Covid, se retrouvent avec une consommation en baisse un peu partout. Les tarifs ont rendu, les droits douaniers trumpiens ont rendu un certain nombre d'exportations quand même complexes, hein, vers les États-Unis, avec un renchérissement du coût moyen de la bouteille de Bordeaux, de Bourgogne et autres boissons françaises assez considérable, hein. L'effort, il se porte sur les consommateurs américains qui ne sont pas prêts à tout. Et donc, in fine, on a un squeeze, on a un effet qui est difficile. Donc, ce secteur rebondira, il a toujours rebondi, mais il y a une crise qui est assez lourde parce que la vague a été trop porteuse, je pense, trop porteuse.
Et on peut peut-être ajouter aussi, malheureusement, Olivier, que ça ne se touche pas que le retail, parce que quand on regarde l'amont de la chaîne, notamment les producteurs, ceux qui finalement récoltent, par exemple dans les vins et spiritueux, les raisins et qui ensuite les vendent à des sociétés qui vont distribuer, eh bien on rencontre aussi des gros soucis sur l'ensemble de ces sociétés, donc vins spiritueux, primeurs aussi, toute une partie en fait de la production et de PME françaises qui souffrent aujourd'hui sur ce secteur en raison, comme Louis l'a exposé, des soucis de la consommation, de la concurrence et effectivement de la baisse d'activité en France globalement sur ce secteur. Ouais. Et on les a vus extrêmement dépendants des États-Unis. On leur a dit pendant des années aller chercher la croissance aux US et on a des tas d'entreprises qui étaient dépendantes d'un ou deux grossistes américains qui, d'une part, ont tellement commandé pour anticiper les tarifs de Trump qu'ils se sont mis dans des situations de trésorerie difficiles, donc ce n'est pas forcément des bons payeurs, voire des pas payeurs du tout. Et d'autre part, on est en dépendance économique d'un ou deux clients, et donc si les commandes derrière se tarissent, malheureusement, c'est un peu long de se retourner. Ok, merci à tous les deux pour cet éclairage. J'aimerais, avant qu'on passe à la suite et qu'on donne la main à Pascal sur la manière dont EY voit un peu 2026, euh, sur l'accompagnement, sur les procédures d'accompagnement des entreprises. On a l'impression qu'il y a quand même une part très importante de liquidation judiciaire. Donc là, ça apparaît à l'écran un peu le tableau pour les entreprises de plus de 2 millions, où on voit que les liquidations judiciaires pèsent à peu près pour 50%. Si on regarde en incluant toutes les toutes petites entreprises et les auto-entrepreneurs, on est plutôt sur des ratios de 68-70%. Moi, je m'inquiète, je me dis, est-ce que les entreprises sont correctement accompagnées? Ou autrement dit, ça c'est peut-être plutôt une question pour Pascal, quand on rentre en procédure collective, est-ce que c'est déjà trop tard? Oui. C'est une excellente question, mais alors les chiffres sont têtus et je me garderai bien de critiquer ces chiffres. Attention à la notion de liquidation judiciaire. C'est vrai que c'est une radiation, mais c'est pas pour autant la mort ou la disparition totale de la société, puisque vont être comptabilisées comme des liquidations judiciaires des sociétés dont les actifs et le personnel ont pu être repris en plan de cession. Et quand on regarde les principaux redressements judiciaires et les principaux liquidation judiciaire, fort heureusement, on a d'autres industriels ou des investisseurs qui ont pu se positionner, donc proposer des plans de cession, des plans de reprise à la barre du tribunal pour effectivement essayer de donner un avenir à des sociétés qui étaient dans des impasses. Et est-ce que le redressement judiciaire est inéluctable? C'est un point qui de tout temps intéresse tous les spécialistes du sujet, puisqu'il y a derrière la notion d'anticipation. Plus tôt on aura pu traiter les sujets en amont, plus tôt on aura pu entrer dans des procédures amiables confidentielles pré-redressement judiciaire que sont le mandat ad hoc ou la conciliation, voire même des procédures de sauvegarde, on cite ces procédures dans notre étude, plus on a de chances d'éviter en effet des situations dramatiques. Et le redressement judiciaire, par ailleurs, en tant que tel, si tous les mécanismes de prévention n'ont pas suffi et qu'on arrive au redressement judiciaire, ce n'est encore une fois pas non plus la mort de l'entreprise, c'est bien important de le dire, puisqu'on peut avoir des plans de redressement qui vont permettre de poursuivre en effectivement éliminant ou en étalant une partie du passif, ou alors des plans de cession avec de nouveaux investisseurs, de nouveaux industriels qui vont reprendre des actifs pour recréer de la valeur. Donc il ne faut pas craindre le redressement judiciaire et l'assimiler à la mort de l'entreprise, mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup d'éléments dont on va parler qui permettent d'anticiper et si possible, c'est quand même pas plus mal d'éviter donc ces redressements judiciaires. J'aime bien les mots, Pascal et Olivier. On dit malgré tout qu'on se met sous la protection de la loi de sauvegarde. On dit qu'ensuite qu'on rentre en redressement et on dit qu'on a été liquidé. Donc malgré tout, ça plaide pour l'anticipation. Je préfère être sous la protection de la loi de sauvegarde que d'avoir été liquidé et on va voir que anticiper, ça compte beaucoup. Ok, merci, merci à tous les deux. Il est temps maintenant de parler un peu des tendances 2026.
Pascal, chez EY, vous êtes leader du conseil et vous accompagnez les entreprises en difficulté. Bon, on a mieux compris un peu les tendances 2025. Ce qui s'est passé, cette espèce de transformation profonde, hein, de l'économie, ce jeu de création, de radiation. On sent que le tissu change. Euh, on sent qu'il y a quand même des entreprises qui ont souffert. Est-ce que les sociétés, qu'est-ce que les sociétés françaises peuvent faire pour s'en sortir? Elles ont quoi comme arsenal? Est-ce qu'elles sont foutues? Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux nous donner un peu comme tendance de ce que vous voyez et quel est l'arsenal à leur disposition pour mieux s'en sortir? Vaste sujet et en fait, pour répondre à cette question, dans l'étude, comme d'ailleurs sur nos projets, en réalité sur le terrain, on a essayé de rassembler toute une série d'experts pour demander justement leur point de vue déjà sur, on vient de dire sur 2025 et des tendances qui peuvent être quand même un petit peu, anxiogènes et de donner en effet leur point de vue avec nous dans l'étude pour voir en effet quels peuvent être quand même les signaux qui permettraient d'être un petit peu plus optimistes et qui pourraient amener peut-être l'année 2026 à être plus une année de rebond qu'une année où on va constater encore des défaillances importantes. Par exemple, on a posé la question à un expert qui s'appelle Lionel Gouget, qui met en place des managers de transition de crise chez Valtus. Et Lionel, dans l'étude, nous dit que la fatalité, en fait, c'est que la crise, pardon, n'est pas une fatalité pourvu qu'on ait pu anticiper le plus tôt possible. Et effectivement, à partir du moment où on dispose un peu de temps, pour mettre en place des plans d'action, traiter les difficultés qu'on aura identifiées, ben on a quand même plus de chances de s'en sortir. Donc le tout premier point, c'est effectivement d'être déjà au clair sur les difficultés de l'entreprise. Donc là, Lionel, Juste il dit, Pascal, je oui, t'interromps parce que j'ai une question que je prends à la volée. Euh, bien sûr. c'est quoi le signal rouge en fait qui s'allume, le feu qui doit dire là je dois me faire accompagner? Il y a des ratios, il y a des, qu'est-ce qu'il faut garder sous surveillance? Il y a énormément d'indicateurs, mais si on reste sur les plus simples, on a évidemment le niveau d'activité, le chiffre d'affaires en volume et en prix. Si on a une baisse de chiffre d'affaires, si on n'a pas adapté la structure de coût, évidemment, on va avoir une profitabilité qui diminue. Donc, on a la baisse de chiffre d'affaires. À l'inverse, attention aussi aux croissances de chiffre d'affaires, notamment dans les startups ou dans les sociétés qui développent de nouvelles activités. La croissance de chiffre d'affaires peut s'accompagner d'une croissance du besoin en fonds de roulement. Et si on ne maîtrise pas justement la croissance du besoin en fonds de roulement et la trésorerie, eh bien, on peut arriver à des impasses de trésorerie, ce qu'on va appeler finalement des crises de croissance. Ensuite, il y a énormément aussi d'indicateurs liés au niveau de l'EBITDA et de la dette. Si vous avez, c'est le point que citait Louis tout à l'heure, une situation financière déséquilibrée avec un niveau de dette bien supérieur à votre niveau front propre et à votre niveau d'EBITDA, représentant 7, 8, 10 fois les niveaux d'EBITDA, là, vous pouvez être certain que vous avez des soucis. C'est pour Ensuite, ça, il y a une Pascal, je te coupe une seconde, je rajoute un tout petit question. point sur ça. Les PGE, en ce sens-là, c'était un bienfait, mais c'est une bombe à retardement. Vous prenez, les PGE, c'était jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, d'accord? Vous prenez une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et qui a un EBITDA qui fait 5% de chiffre d'affaires. C'est courant, hein, les marges nettes à 5%, c'est courant. Cette entreprise, elle pouvait s'endetter à hauteur de 2,5 millions. Donc, dans mon exemple, elle fait 500 000 euros d'EBITDA. Ça veut dire qu'elle a 5 tours d'EBITDA de dette. Et oui, Quand vous allez voir une banque et que vous demandez 3 fois l'EBITDA en dette, ils vous regardent déjà avec les yeux qui se croisent, hein, et c'est normal. Donc là, l'État a proposé un montant de dette qui fait déjà potentiellement 5 tours, 5 fois votre EBITDA. Donc, c'est en ça que c'est une bombe à retardement. Elle a finalement pas tant explosé que ça. On a les 5-6% de taux de casse habituels. Pour autant, ce que disait Pascal, c'est crucial. Il faut que ces indicateurs, vous les ayez en tête. Et je rajoute un maître mot, c'est il faut être un peu lucide. Il faut être un peu lucide. Et c'est très difficile d'être lucide en étant tout seul. Et c'est là que Pascal intervient avec son équipe pour aussi regarder les choses un peu froidement. C'est un peu dur, mais c'est crucial. Excuse-moi pour absolument. la coupure. La lucidité, c'est un point capital et aussi la qualité de l'information.
des dirigeants ou des actionnaires peuvent prendre des décisions, mais à partir du moment où, ils ont identifié réellement les difficultés, et deux, s'ils disposent d'outils de pilotage qui permettent de dire au niveau de l'exploitation et de la trésorerie, voilà de combien de temps on dispose pour mettre en place des actions correctives, ce dont on va parler tout de suite. Justement, on a d'autres experts qui sont intervenus et dans l'étude, et notamment Alexandre Bachelier, qui est associé dans un fonds de retournement qui s'appelle Arcol Industrie. Et Alexandre nous dit des choses extrêmement intéressantes, notamment au niveau de la résilience. On a beaucoup parlé en 2025 de résilience aussi depuis quelques années. Le fait qu'on a des sociétés dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué avec des créations sectorielles, technologiques, beaucoup de compétition, difficultés parfois d'accès au crédit pour les PME, qu'on a beaucoup quand même de résilience permise par des dirigeants et leur équipe qui ont réussi à maintenir leur société dans des environnements très complexes. Mais malgré tout, il faut, on pense, aller un petit peu plus loin et notamment définir un cap. Et parfois, effectivement, faire évoluer son business model avec ce cap. Et je voudrais citer un exemple parlant, notamment dans le secteur de l'industrie automobile. On a traité tout récemment la problématique d'un groupe qui est fournisseur de rang 1 et de rang 2 pour les grands donneurs d'ordre dans le secteur automobile, Stellantis, Renault, qui avait deux types de problématiques. Une problématique de dette, bien supérieur à son niveau, un levier dette sur EBITDA beaucoup trop élevé. Donc là, on a des procédures qui existent en France qui sont extrêmement adaptées, qui sont des procédures confidentielles de mandat ad hoc et de conciliation qui permettent, donc en toute confidentialité, encore une fois, de discuter avec les créanciers, partenaires financiers, banques, crédits bailleurs, etc., et d'essayer de trouver une solution pourvu effectivement qu'on leur apporte la preuve qu'on a mis en place des plans d'action et qu'on a une vision claire de l'avenir de la société. Premier point. Deuxième point, difficultés opérationnelles et financières avec les clients, avec notamment des baisses de volume, parfois des stop and go et des soucis de prix. Donc, lorsque vous entamez des discussions avec les clients, et surtout dans le secteur automobile où les tendances en fait se passent plutôt sur le long terme, et en plus on a des changements aujourd'hui de business model très conséquents, il faut être en mesure de rassurer vos clients. Un responsable de Stellantis ou de Renault, il ne va pas vouloir juste appliquer ou se faire convaincre que la société met quelques plans d'économie, qu'elle s'en sortira mieux avec ce qu'elle a toujours fait. Non. Aujourd'hui, les clients ont besoin d'être rassurés. Est-ce que ce fournisseur de rang 1 ou de rang 2 est en train de modifier son industrie? Est-ce qu'il est en train de s'adapter aux nouvelles tendances? Est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il sera toujours là? Est-ce qu'il pourra bien accompagner l'évolution du marché? Si la réponse est oui, si on arrive avec un plan extrêmement construit, travaillé, qui démontre en effet une capacité de rebond, là, on va avoir beaucoup plus de chances, effectivement, de trouver une solution avec ses clients ou avec ses partenaires financiers. Donc, si on résume, il y a la notion de diagnostic qui est clé, il y a ensuite la notion, effectivement, de mise en place de plans d'action, il y a le fait de discuter et de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes, et à un moment, c'est peut-être la dernière tendance qui est extrêmement importante et qu'on présente dans l'étude, c'est que si on a des plans d'action, il faut quand même les financer. Et là, l'accès au financement des PME en France n'est pas totalement évident. On pense à certains secteurs un petit peu, enfin même très en difficulté en 2025, comme le retail. Il y a d'autres secteurs, on parlait des startups tout à l'heure. Et là aussi, on essaye de répondre à cette question dans l'étude, notamment avec Mathieu Carlier chez EY et Henri Cagnac chez AU, pour voir quels sont les mécanismes qui permettent en effet de renforcer les fonds propres ou d'avoir accès à la new monnaie. Donc là aussi, il y a les sujets que Louis évoquait de haut de bilan et de bas de bilan. Donc le bas de bilan, ça va être le financement du BFR, l'affacturage, et le haut de bilan, ça va être effectivement à quel moment et dans quelles conditions
on peut faire intervenir des investisseurs qui vont apporter de la new money, financer justement le plan de retournement. Et là, on a une autre notion clé que l'on explique dans l'étude, qui est la notion d'equity story. Un investisseur aujourd'hui, dans une société en difficulté, il va avoir besoin de se convaincre que le plan de retournement, bien sûr, tient la route et que dans 3, 4, 5 ans, on va retrouver une société en croissance, agile sur ses marchés et en mesure de se développer. C'est ça l'equity story. Mais pour pouvoir construire et accompagner cette equity story, en effet, il faut maîtriser, bien avoir au clair l'ensemble des paramètres pour se dire, on est globalement sur un plan qui ne vient pas juste appliquer des quick wins ou réduire l'activité, mais qui effectivement engage une transformation. Encore un autre exemple, le retail. On en parle beaucoup puisque c'est un secteur sous tension. Vous êtes aujourd'hui manager d'un groupe de retail soumis à la compétition, des difficultés et autres. Qu'est-ce que vous vous dites? Peut-être qu'on peut réduire en effet les collections, par exemple dans la fashion, ou des produits dans le cycle, diminuer les prix, diminuer la qualité. Si vous faites ça sur le court terme, effectivement, vous allez réduire des coûts. Vous pouvez vous dire aussi, tiens, on va fermer des points de vente. Et si vous faites ça, vos clients, ils vont plus forcément venir beaucoup en magasin, ils vont se dire qu'ils ne trouvent pas grand-chose dans vos magasins et ils vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à revenir. Donc en clair, les quick wins que vous aurez mis en place pour réduire en fait les besoins de trésorerie à court terme, vous risquez avec ces quick wins d'obérer le moyen terme, voire le long terme. D'où la nécessité en fait de regarder l'ensemble des paramètres humains, stratégiques, financiers, afin de construire ces plans de transformation qui permettent de définir un cap et de mettre en place justement les solutions qui permettront un rebond et non pas un repli ou des situations extrêmement compliquées de crise. Merci Pascal pour ces tendances qui laissent entrevoir quand même une possibilité pour les entreprises de s'en sortir. Merci aussi pour ces exemples assez concrets. Il va être temps de conclure avant de prendre les questions. Il y a tout de suite une question que je prends à la volée qui est quel est le taux de conversion des RJ en LJ? C'est un taux qui reste à peu près stable, il est à peu près à 2 tiers. Voilà. Donc ça c'est à peu près 2 tiers des RJ se transforment en liquidation. Je vais laisser peut-être la parole à Louis pour conclure, et notamment sur dans ce monde qui bouge, où tout va de plus en plus vite pour les entreprises. Voilà, qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? C'est quoi un peu voilà, les deux, trois éléments que tu peux nous donner dans notre besace avant qu'on réponde aux questions. Voilà. Je vais conclure très positivement. On rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui, qui vivent avec cette instabilité, qui l'ont factorée, qui l'ont prise en compte, qui l'acceptent, elle va être durable, on le sait, et qui ont décidé d'investir. Ils ont décidé d'investir, ils ont décidé de recruter. Quand on regarde les chiffres de l'APEC pour prendre l'emploi des cadres, il y a 25% des entreprises qui ont décidé de recruter des nouveaux cadres en 2026. On a des entreprises qui investissent dans l'IA, avec un retour sur investissement douteux, pointé par cette enquête du MIT notamment, mais dans le fond, ils investissent, ils ont envie de voir, ils ne peuvent pas passer à côté. Ils investissent dans la transition écologique. Parce que ce que je vois, c'est que des chefs d'entreprise français et européens qui n'acceptent pas d'être mis au banc du monde des affaires et de devenir au mieux un sous-traitant des États-Unis ou de la Chine, ou en tout cas trop dépendant. Ça, c'est un point positif. On a des chefs d'entreprise qui doivent être et qui sont relativement lucides. Ils doivent pivoter. Pascal parlait du retail. Il y a malheureusement des business models qui sont tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, qui sont morts. Et donc, c'est le sens de cette phrase un peu dure qui dit la résilience n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des pans de l'industrie, des pans des secteurs d'activité entiers qui doivent pivoter, se réinventer, écrire un nouveau modèle et donc pas s'entêter dans le modèle actuel parce que même en réduisant les coûts au maximum, etc., il n'y a plus de modèle économique tenable. Face à ça, une fois qu'on a ce constat lucide, une fois qu'on a mis les instruments en place pour bâtir son plan d'action, pour monitorer sa performance financière, eh bien, il faut du temps.
parce que l'exécution, une fois qu'on a décidé de sa stratégie, on sait que l'essentiel, c'est l'exécution avec un grand E, et cette exécution, elle prend du temps. Même quand on est doué, elle prend du temps. Et donc, il faut acheter du temps. Acheter du temps dans l'équation économique actuelle, dans l'équation géopolitique actuelle, ça veut dire que tout ce qui est en son contrôle, on doit le mettre sous contrôle. Il y a tellement de facteurs exogènes qui pèsent sur votre entreprise qu'à minima, ce qui vous concerne, vous, en tant que chef d'entreprise, directeur financier, trésorier, credit manager, risk manager, il faut que vous le mettiez sous contrôle. Et donc, il faut prendre ces mesures-là. Ces mesures-là, à notre échelle, à U-Group, on les voit, c'est des mesures, comme l'écrivait Henri Cagnac dans l'étude, de mobilisation du BFR et en particulier du poste client pour en faire une poche de cash que vous allez actionner ou pas. C'est dommage de s'asseoir là-dessus. Vous avez un portefeuille client qui peut travailler pour vous en ce sens-là, pour financer le bas de bilan. Vous devez absolument être lucide sur les risques que vous prenez en faisant crédit à vos clients. Alors évidemment, je suis courtier en assurance crédit, mais c'est une solution à laquelle je crois. Il y a quelque chose de très simple. Il y a une grande banque qui a fait une étude sur 10 000 de ses clients. Sur 10 000 de ses clients, ceux qui sont assurés crédit, qui ont structuré la gestion de leur poste client avec l'assurance crédit, ont une probabilité de défaut divisée par 2, donc inférieure de moitié à leur sœur jumelle, entreprise jumelle non assurée crédit. C'est un gage de bonne gestion, c'est un gage de structuration, c'est un gage de lucidité sur les risques qu'on prend. Donc, Et alors Louis, juste ces deux sujets de financement et de sécurisation, on peut le faire un peu au dernier moment quand ça va pas. évidemment, c'est plus difficile. Évidemment, c'est plus difficile. Il y a un adage qui dit c'est quand il fait beau qu'on change la toiture. Bon, je soumets ça à votre sagacité. Dans le fond, c'est évidemment ne tardez pas. Alors, ça a l'air d'être un argument de vente pour l'assurance crédit et de la facturage. Je vous assure que placer des dossiers quand c'est très tard, quand c'est trop tard, vous loupez, personne ne va vous louper. Et je vais prendre un exemple dans l'industrie. On a parlé d'assurance crédit, d'affacturage. Les cautions, vous êtes dans le secteur de la construction, vous êtes dans le secteur du bâtiment, vous avez besoin d'émettre des cautions. Ben, de la même manière, quand ça va correctement, ouvrez des capacités auprès des assureurs crédit pour diversifier les lignes bancaires que vous pouvez avoir. C'est beaucoup plus difficile, et je finirai là-dessus, pour un banquier ou un assureur de sortir d'un risque qu'il a accepté de prendre quand ça allait bien. Ça, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que de dire non alors que vous allez très mal à une ouverture de ligne, une ouverture de capacité en caution, etc. Donc, Merci anticipez Louis. et entourez-vous de gens qui veulent réellement votre bien. Pas des gens qui vont essayer de vous tondre pendant les dernières années d'existence en vous faisant survivre le plus longtemps possible. C'est vraiment pas ça le modèle. Merci Louis. Pascal, on repart avec quoi? En fait, on doit en repartir avec de l'optimisme. Donc, de l'optimisme, pardon. Dans l'étude, on a en effet ces experts qui interviennent, qui donnent, alors non pas des formules magiques, mais qui donnent des indicateurs. Et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Louis, mais le fait d'anticiper, d'être lucide, d'être transparent et en effet de parler avec les différents interlocuteurs partenaires pour essayer de trouver des solutions le plus tôt possible, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir comme ça. Et moi, j'aurais envie de conclure par encore une fois une note assez positive, c'est quand on prend un peu de recul. Au niveau français, on a quand même un tissu industriel qui est dense, très dense, avec des talents, une capacité aussi à innover. On n'est pas les derniers au monde au niveau de ces sujets, donc on a des atouts extrêmement forts. Et ça doit nous rendre positifs. Nous, on traite évidemment, on essaye d'aider nos clients à préserver de la valeur, on essaye d'aider les sociétés à préserver de l'emploi, mais notre métier, c'est en effet, avec tous les parties prenantes, d'éviter les redressements judiciaires quand on n'a pas le choix de pouvoir essayer de sortir par le haut de ces redressements judiciaires. Et on a beaucoup d'atouts, on a des intervenants qui ont de l'expérience, qui peuvent partager cette expérience pour aider en effet les dirigeants d'entreprise qui parfois sont un peu seuls. Donc c'est le mot-clé, anticiper, se donner le temps et en effet être transparent, lucide et pouvoir mettre en place des plans d'action avec une viabilité pérenne pour des retournements efficaces. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a plusieurs questions. On va essayer d'y répondre dans les 2-3 minutes qui nous restent.
si vous voulez bien. Euh, la première question, elle est peut-être plutôt pour toi, Pascal. Il y a un des auditeurs qui demande s'il est intéressant de faire constater par la justice un état de cessation de paiement d'un partenaire qu'on pense en difficulté. Et plus généralement, comment est-ce qu'on peut savoir si un partenaire est vraiment en difficulté et s'en prémunir? Voilà. Alors, tout dépend de la relation que vous voulez avoir avec ce partenaire. Si vous assignez en effet en état de cessation de paiement une société, c'est qu'a priori vos liens et vos relations vont se tendre. Donc, effectivement, par contre, dans le secteur automobile ou dans d'autres secteurs, notamment les télécoms, vous avez des sociétés donneurs d'ordre qui demandent des audits, donc des diagnostics économiques et financiers sur des partenaires pour s'assurer justement qu'ils ont la robustesse financière pour accompagner des projets qui, encore une fois, peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc effectivement, il faut savoir bien s'entourer pour avoir les bons partenaires. Les assureurs crédits, et Louis pourra en redire un mot, sont là aussi pour aider sur ces sujets. Par contre, n'oublions pas que l'état de cessation de paiement, lorsqu'une société est en état de cessation de paiement, c'est la responsabilité du dirigeant d'aller de lui-même au tribunal dans les 45 jours. Sinon, en effet, il y a des risques de poursuite. Et sinon, comme on le disait tout à l'heure, vous obérez encore plus les chances de votre société de vous en sortir. Par contre, aller dénoncer en effet un partenaire, vous pouvez être certain que ce ne sera plus un partenaire dans le futur. Merci Pascal. Une dernière question pour Louis. On a beaucoup parlé de financement et de garantie des créances. Il y a il y a un des auditeurs qui nous demande un petit peu, est-ce qu'on peut travailler d'autres postes du bilan, notamment les stocks, est-ce qu'on peut travailler en amont sur les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on peut Oui. faire d'autre? Oui, il y a plein de choses à faire. Évidemment, le marché français de la facturage, il est très, très mature, hyper concurrentiel, donc il est de bonne qualité. Et d'ailleurs, les banques françaises s'exportent très bien sur le sujet de la facturage notamment. Le financement de stock en France, il n'est pas très développé et pas assez, à mon grand dam. Est-ce que parce que la France était une championne de l'agro et que financer des stocks agro qui peuvent pourrir, etc., c'était pas une bonne chose. En tout cas, c'est pas un marché qui s'est beaucoup développé, mais qu'on tend à développer. Il faut des bons spécialistes là-dessus. Nous, on a des gens qui maîtrisent ça. C'est pas très courant. Je pense que ça va fatalement se développer parce que le stock, c'est un tampon. Et que logistiquement, on n'est pas toujours affûté pour avoir un stock le plus réduit possible. On doit faire face à des gros à-coups dans les carnets de commandes. Donc, c'est sûr que ça va se développer. On va essayer d'y contribuer. C'est un très bon point. Sur la partie fournisseur, bon, il doit y avoir 40 schémas de reverse factoring qui tournent en France en tout et pour tout. Donc, c'est pas quelque chose de développé. En Espagne, c'est 50% des schémas de financement du BFR, une espèce de reverse factoring. Donc, c'est des marchés qui ont évolué de façon hyper disjointe. Le premier point pour les fournisseurs, c'est juste de les rassurer quant à votre situation économique, de bien communiquer avec les assureurs crédits sur votre signature, sur votre modèle, d'être transparent pour donner confiance et libérer au maximum ça. Je vous avoue que nous, à U-Group, avec le poids qu'on a auprès des assureurs crédits, on peut aussi de temps en temps contribuer à libérer des capacités, à mieux orienter l'enveloppe de crédit qu'elle alloue à vos fournisseurs sur ceux qui sont réellement en affaires avec vous. Tout ça, il faut le discuter, il ne faut pas le mettre sous le tapis, mais évidemment, c'est un levier qu'on doit utiliser, qu'on doit avoir en tête en permanence, hein. Merci beaucoup. Il est 12h15. Le contrat est rempli. Nous avons tenu le temps que vous nous avez bien voulu nous accorder. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous avez la possibilité de télécharger l'étude sur le site d'EY ou sur le site d'AU, de nous retrouver sur LinkedIn et on vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'étude, n'hésitez pas à envoyer un mail à communication